Mon cher Tommy, 3 ans ont passé depuis que tu es parti. Aujourd'hui, j'ai retrouvé quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Il rampait dans la neige, tirant ses pattes arrière derrière lui, exactement comme toi quand tu essayais d'atteindre la fenêtre du salon pour sentir le soleil réchauffer le tapis. Ses pattes étaient inutiles, brisées, mais ses yeux, mon Dieu Tommy, ses yeux m'ont transpercé. Le même regard que tu m'avais offert cette dernière nuit à l'hôpital. Confiant, certain que je pourrais réparer l'irréparable. C'est un chiot berger allemand, à peine 3 mois, quelqu'un l'a jeté dans une benne à ordures comme un déchet, abandonné pour mourir de froid dans l'hiver du Montana. Son ventre était gonflé comme un ballon, et son petit corps tremblait si fort que j'ai cru qu'il allait se briser. Je n'ai pas pu te sauver, mon ange. Je t'ai tenu contre moi jusqu'à ton dernier souffle, impuissante. Mais Dieu m'en est témoin. Ce chiot, je le sauverai, même si ça doit me coûter la vie. Laissez un j'aime si cette aventure vous a touché. Et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant de quelle ville vous nous regardez. On continue la suite. Sarah Matthews était debout devant son évier, fixant la matinée glacée à travers une fenêtre couverte de givre. À 35 ans, elle en paraissait 10 de plus. Ses cheveux châtains, autrefois lumineux, portaient désormais des mèches argentées qu'elle ne prenait plus la peine de teindre. Ses yeux verts, autrefois pétillants, étaient devenus ternes, presque couleur de mousse. Elle avait maigri ces dernières années, non pas par choix, mais parce que cuisiner pour une seule personne n'avait plus aucun sens. Ses repas avaient le goût du carton. Elle portait son uniforme habituel, un vieux jean, des bottes boueuses et la chemise à carreaux de Tommy, celle avec les fusées. Il l'adorait. Il la portait chaque samedi matin quand ils observaient ensemble les cartes du ciel, assis à cette même table. Sarah l'avait lavé une seule fois après sa mort. Depuis, plus jamais. Elle sentait encore faiblement le shampoing pour bébé et les sucettes à la cerise. Pendant 15 ans, Sarah avait travaillé comme infirmière en soins pédiatriques au centre médical régional d'Helena. Elle s'occupait d'enfants atteints de paralysie cérébrale, des corps fragiles, mais des âmes flamboyantes. Elle était douée, reconnue, aimée des parents. Elle savait comment placer une sonde d'alimentation sans douleur, prévenir les escarres, lire la douleur dans des yeux qui ne pouvaient pas parler. Elle gagnait bien sa vie, 75 000 $ par an, et sauvait des vies chaque semaine, jusqu'au jour où Tommy est mort, et ce jour-là, le seul patient qu'elle n'a pas pu sauver a détruit tout le reste. Le lendemain de l'enterrement, elle a démissionné. Impossible de revoir un autre enfant en fauteuil roulant. Impossible de supporter les mères qui, elles, avaient encore de l'espoir. Ses collègues l'avaient suppliée de rester. « Tu es irremplaçable, Sarah. » Mais elle se sentait déjà remplacée. Remplacée par le vide, la culpabilité et la certitude d'avoir échoué. Depuis, elle vivait seule sur les 5 hectares de la ferme héritée de ses parents, morts depuis plus de 10 ans. La maison tombait en ruine, la grange penchait. Elle élevait 12 poules et 3 chèvres, non pas pour l'argent, mais pour remplir le silence. Les animaux ne posaient pas de questions. Ils ne murmuraient pas de condoléances qui sonnaient comme des reproches. Ses journées étaient réglées comme une horloge. Réveil à 5 heures, toujours à cause des cauchemars. Café noir, elle oubliait souvent, si elle avait mis du sucre, nourrir les animaux, revenir à la maison, s'arrêter devant la porte de la chambre de Tommy. Le fauteuil était encore là, à côté du lit. Les cartes d'étoiles sur les murs, et sur l'oreiller, le vieux nounours Cosmo, qui montait toujours la garde. Chaque soir, Sarah écrivait à son fils. Des lettres qu'elle ne posterait jamais car il n'y avait pas d'adresse pour le paradis. Elle les rangeait dans une boîte à chaussures sous son lit. Des dizaines, toutes remplies de la même douleur infinie. Mais il y avait quelque chose qu'elle n'avait encore confié à personne, ni à Anna, ni au docteur Bennett, ni même dans ses lettres à Tommy. 6 mois plus tôt, un diagnostic était tombé. Alzheimer précoce. La même maladie qui avait emporté sa grand-mère à 52 ans. Dans son tiroir de chevet, à côté des lettres, une boîte de somnifères l'attendait. Et sur son calendrier, une date encerclée en rouge, le 14 février, 78 jours plus tard. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, une autre matinée glaciale se levait sur la petite ville de Pinhaven. Lily Harris, 8 ans, s'habillait dans l'obscurité. Elle avait entendu les bruits familiers venant du couloir. Des pas lourds, des marmonnements, un verre qui se renverse. Sa grand-mère, Anne, avait encore bu. À son âge, Lily savait reconnaître les signes. Les mots qui s'en mêlaient après le dîner, les bouteilles de vin dissimulées derrière les sacs de farine à la boulangerie, et ces matins où Anne ne se souvenait de rien. Lily enfila son jean, 2 pulls superposés, puis sa veste trop fine pour l'hiver du Montana.
Elle sortit discrètement, avant même que le soleil ne se lève. Le froid la frappa comme une gifle. Moins 15 degrés. Le genre de froid qui gèle les larmes avant qu'elles ne tombent. Mais Lily n'avait pas le choix. Rester à la maison, c'était affronter le silence pesant, ou pire, les colères d'Anne. Elle marcha 2 kilomètres dans la neige épaisse jusqu'à la décharge municipale. Ses doigts étaient engourdis, son visage brûlait sous le vent. Pour se donner du courage, elle chantonnait Douce Nuit, la chanson préférée de sa mère. La musique chassait un peu la peur, Lily ramassait des canettes. Le centre de recyclage payait 50 centimes la livre. Elle avait économisé 12 $ cachés dans une chaussette sous son matelas. Il lui en fallait 20. Elle voulait offrir à sa grand-mère de nouveaux gants de cuisine, rouges avec des flocons blancs. Elle les avait vus à la quincaillerie, parfaits pour Noël. La décharge s'étendait sur 3 hectares derrière une clôture en fil de fer. Le vieux Earl Johnson la gérait depuis 20 ans. Il faisait semblant de ne pas voir les enfants du coin qui venaient fouiller, ramassant métal ou plastique à revendre. En vérité, il laissait exprès un espace dans la clôture, sa petite façon d'aider les gosses pauvres du coin. Lily trouva 15 canettes dans un premier tas d'ordures. Bon début. Elle les glissa dans son sac à dos et se remit à fredonner. Le soleil commençait à colorer la neige de rose et d'or quand un son étrange la fit Jeannette. Un gémissement, aigu, plaintif, comme un bébé qui pleure. Elle se tourna sur place, tendant l'oreille. Le vent soufflait fort, effaçant tout. Puis le son revint, plus clair, plus désespéré. Lily suivit ce cri, le cœur battant. Il venait du fond de la décharge, près d'une benne marquée « Déchets animaux ». Là, à moitié enseveli sous la neige, un carton était renversé sur le côté. L'étiquette déchirée restait lisible. Lignée de champion, Chenil Campbell. Lily s'accroupit et regarda à l'intérieur. Ce qu'elle vit la figea d'horreur. Un chiot berger allemand, noir et feu, maigre à faire peur, son ventre gonflé à l'extrême, disproportionné, comme si on lui avait greffé une balle de basket sous les côtes, et ses pattes arrière, complètement inertes. Il tentait de ramper avec ses pattes avant, tirant son petit corps sur le carton rugueux. Du sang tachait la neige sous lui. Quand il vit Lily, il s'arrêta. Son regard accrocha le sien, un regard incroyablement conscient, intelligent, presque humain. Pas de la supplication, non. De la confiance, comme s'il savait quelle était sa dernière chance. Lily voulut s'enfuir. Ce sang, ces tremblements, cette détresse, c'était trop. Et s'il était malade, s'il la mordait, s'il avait la rage? Mais alors, une voix résonna dans sa tête, celle de sa mère, prononcée sur un lit d'hôpital 2 ans plus tôt. « Sois courageuse pour ceux qui ne le peuvent pas, ma petite coccinelle. » Lily inspira profondément, puis elle prit sa décision. Lily pensa immédiatement à une seule personne, Sarah Matthews. Tout le monde en ville la connaissait, l'infirmière qui avait quitté son poste après la mort de son fils. Celle qui vivait seule, en dehors de la ville, dans cette vieille ferme entourée de champs gelés. Les gens disaient qu'elle avait perdu la tête, que la tristesse l'avait brisée. Mais Lily, elle, se souvenait de quelque chose de différent. 3 ans plus tôt, à un pique-nique de l'église, Sarah avait soigné son genou écorché après une chute. Ses mains étaient calmes, ses gestes doux, sa voix rassurante. « Voilà ma puce, ça ira mieux maintenant. » Elle s'en souvenait encore. Si quelqu'un pouvait sauver ce chiot, c'était elle. Alors Lily courut. 2 kilomètres dans la neige, son sac plein de canettes cognant contre son dos. Le vent lui lacérait le visage, mais elle ne ralentit pas. Ses jambes brûlaient, sa gorge était en feu, mais elle courait. Pour ce chiot, pour ce regard. Quand elle atteignit la maison de Sarah, elle frappa à la porte de toutes ses forces. 1, 2, 3 fois. Pas de réponse. Alors elle frappa encore, jusqu'à ce que la porte s'ouvre brusquement. Sarah apparut, les traits tirés, les yeux cernés, surprise de voir une enfant trempée et grelottante devant elle. « Lily, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas attraper la mort !» Lily haletait, incapable de reprendre son souffle. Ses joues étaient rouges, ses mains tremblaient. « Madame Sarah, il faut venir, un chiot, il est en train de mourir, à la décharge. » Sarah resta figée. Le mot « mourir » la transperça. Elle inspira lentement. « Lily, je ne suis pas vétérinaire, je ne peux rien faire pour un animal blessé. » Mais Lily, cette petite silhouette perdue dans la neige, s'approcha et lui prit la main avec une force inattendue. « Vous êtes une soignante, Madame Sarah. Vous savez sauver les gens. Vous pouvez le sauver lui aussi. S'il vous plaît. Il me regarde comme s'il savait que j'étais sa seule chance. » Sarah voulut protester, lui dire qu'elle n'était plus cette personne, qu'elle n'avait plus rien à donner, mais quelque chose dans les mots de Lily fissura le mur qu'elle s'était construit depuis 3 ans. Ce mur de culpabilité, de silence, d'oubli volontaire,
Elle soupira longuement, ferma les yeux, puis dit simplement « Montre-moi où il est ». Elle attrapa son vieux sac médical dans le placard de l'entrée, celui qu'elle n'avait jamais eu le cœur de jeter, et suivit Lily jusqu'à son vieux pick-up. Elles roulèrent en silence à travers la petite ville endormie. 5 minutes à peine, mais pour Sarah, c'était un retour en enfer. Chaque battement de cœur lui rappelait l'hôpital, la machine qui bipait, le visage de Tommy pâlissant sous les lumières froides. Arrivés à la décharge, le vent soufflait plus fort encore. La neige leur fouettait le visage. Lily les guida à travers la clôture, par l'ouverture que tout le monde connaissait. 200 mètres plus loin, le carton était là, à moitié enfoui sous la neige. Sarah s'agenouilla, l'air gelé lui mordait les genoux, le chiot ne bougeait presque plus. Son souffle était si faible qu'on aurait pu croire qu'il dormait. Sarah sentit son cœur s'accélérer. L'ancienne infirmière reprit instinctivement le dessus. Observer, analyser, agir. Elle approcha ses mains du petit corps tremblant. La peau était glacée, le ventre dur et gonflé. La respiration, 10 par minute au lieu de 20. Le cœur, rapide mais faible. Température corporelle trop basse. Hypothermie sévère, paralysie des membres postérieurs, état de choc avancé. Et pourtant, dans ses yeux, une lueur qu'elle avait déjà vue. Le visage de Tommy s'imposa soudain dans sa mémoire. Allongé sur son lit d'hôpital, ce même regard d'enfant qui croit encore que sa mère peut tout réparer. Les souvenirs la submergèrent, et pendant une seconde, Sarah sentit ses mains trembler. Elle savait ce que c'était, le stress post-traumatique. Son cerveau essayait de la protéger, de la faire fuir. Mais elle ne pouvait pas. Pas cette fois. Pas encore une vie qui meurt dans mes bras, pensa-t-elle. Elle enleva son manteau et enveloppa doucement le chiot dedans, faisant attention à ne pas appuyer sur son ventre. Le petit gémit de douleur, puis se blottit contre elle, cherchant la chaleur. Sarah sentit son cœur battre contre le sien. Faible, mais présent, vivant. « D'accord, murmura-t-elle. « D'accord, petit. Je t'ai trouvé. Et tu ne mourras pas seul. » Elle se tourna vers Lily, la voix redevenue ferme, presque professionnelle. « Monte dans le pick-up, on file chez le docteur Morrison. Maintenant. » Le visage de Lily s'éclaira d'un sourire tremblant. Le premier sourire sincère que Sarah voyait depuis 3 ans. Sur la route, Sarah tenait le chiot contre sa poitrine d'une main, l'autre sur le volant. À chaque virage, elle lui murmurait des mots qu'elle ne se souvenait même pas d'avoir su dire. « Tiens bon, petit, reste avec moi, pas maintenant, d'accord? Pas toi aussi. » Lily, assise à côté, demanda d'une petite voix. « Il a un nom ?» Sarah secoua la tête. « Pas encore, ma belle. Mais on va le découvrir. » La clinique vétérinaire de Pinhaven, un vieux bâtiment de briques, se dressait au bout de la rue principale. Il était à peine 8 heures, mais Sarah savait que la vétérinaire, le docteur Elizabeth Morrison, serait déjà là. Elles frappèrent fort à la porte. Quelques secondes plus tard, Beth apparut, surprise. « Sarah ? Bon sang, ça fait des années que je ne t'ai pas vue. Et Lily ? Qu'est-ce qui… » Puis elle vit le chiot, son ton changea instantanément. « Salle d'examen 2, tout de suite. » Lily attend dans la salle d'attente, d'accord? Il y a du chocolat chaud. Lily hésita. « Mais je l'ai trouvé? Et tu as fait ce qu'il fallait ?» répondit Beth doucement. « Maintenant, laisse-nous de la place pour travailler. » Sarah posa le chiot sur la table chauffante. Il gémit. Son petit corps tremblait de douleur. Beth travailla rapidement tout en parlant à voix haute, comme elle le faisait toujours en cas d'urgence. Température 95,2, 101. Hypothermie sévère, cœur à 60 battements par minute, beaucoup trop lent. Respiration faible, peut-être un début de pneumonie, abdomen distendu, probable ascite, paralysie complète des membres postérieurs, pas de réponse neurologique. Les mots étaient froids, techniques, mais Sarah les entendait comme des coups de marteau. « Tu crois qu'il peut s'en sortir ?» souffla-t-elle. Beth soupira. « Je ne sais pas encore. On va faire des radios. » Sarah attendit dans le couloir, incapable de rester assise. Les minutes s'étiraient, chaque seconde résonnant dans son crâne comme une prière muette. Quand Bess revint, elle accrocha les radios aux panneaux lumineux. Sarah s'approcha et comprit avant même qu'on lui explique. La colonne vertébrale du chiot était mal formée. Une déformation congénitale à la jonction lombaire comprimant la moelle épinière. Ses pattes arrière n'avaient jamais vraiment fonctionné. « C'est irréversible, dit Beth. Ce n'est pas une blessure, c'est une malformation. Il ne marchera jamais normalement. » Sarah resta silencieuse. « Écoute, » ajouta Beth d'une voix plus douce. « Ce chiot souffre. Il va avoir besoin de soins constants, de couches, de massages, de kiné. Il ne courra jamais, ne sautera jamais. Et parfois, la meilleure preuve d'amour, c'est de le laisser partir. » Sarah releva brusquement la tête. « Ne dis pas ça.
Ne dis pas que la meilleure chose à faire, c'est de le tuer. Beth pinça les lèvres. Je ne dis pas ça pour te blesser. Je sais que tu vois Tommy quand tu le regardes. Mais tu ne peux pas sauver ton fils à travers ce chiot. Les mots furent comme une gifle. Sarah sentit la colère et la douleur remonter ensemble. Tu as raison, Beth. Je ne peux pas sauver Tommy, mais tu sais ce qu'il m'a appris, chaque jour de sa courte vie, que vivre, ce n'est pas marcher, c'est aimer. Tommy ne pouvait pas courir, ni jouer au foot, ni grimper aux arbres, et pourtant, il riait, il aimait, il rêvait, il comptait. Et ce chiot aussi, sa voix tremblait, mais pas de faiblesse, de conviction. Il mérite d'exister, Bess. Il mérite d'être aimé, même si c'est difficile, surtout parce que c'est difficile. À ce moment-là, la porte s'ouvrit. Lily se tenait là, ayant tout entendu. Ma maman disait que Dieu ne fait pas d'erreur. Vous croyez que Dieu s'est trompé avec lui ? Le silence qui suivit fut plus fort que toutes les discussions du monde. Beth soupira vaincue. Très bien, on le garde. On va le réchauffer, drainer le liquide, le stabiliser. Mais Sarah, il a un microchip. On doit vérifier s'il a un propriétaire. Beth passe le scanner sur son cou. Un bip retentit. Elle lut l'écran et blêmit. Propriétaire enregistré, Dr Richard Campbell, chenil des champions Campbell, chiot numéro 7, lignée premium, non, Atlas. Sarah fronça les sourcils. Pourquoi un chiot de lignée championne serait jeté à la poubelle ? Beth répondit d'une voix sombre, parce qu'aux yeux de ce type, un chiot imparfait ne vaut rien. Beth rangea le scanner dans le tiroir, le visage fermé. Campbell possède le plus grand élevage de bergers allemands du Montana. Ses chiens valent que parfois 15 000 $. Sarah fronça les sourcils. Alors pourquoi l'avoir jeté comme un déchet ? Beth la regarda dans les yeux, d'un air triste. Parce que pour lui, un chiot imparfait n'a aucune valeur. Une malformation, c'est une tache sur sa réputation. Alors il se débarrasse du problème. Discrètement. Un silence lourd s'installa. Le chiot gémit faiblement, ramenant Sarah à la réalité. Tu dois le prévenir, tu le sais. La loi dit que le propriétaire enregistré garde les droits sur l'animal. Sarah serra les poings. Alors préviens-le, mais je te le dis, Beth, je ne rendrai pas ce chiot à quelqu'un qui l'a jeté dans la neige pour qu'il meure. Beth soupira profondément. Écoute, je ne veux pas te mettre en danger. Légalement, c'est compliqué. Mais je peux gagner un peu de temps. Je vais attendre 24 heures avant de l'appeler. D'ici là, on essaie de le stabiliser, d'accord ? Sarah acquiesça. 24 heures, c'est tout ce dont j'ai besoin. Pendant 3 heures, Beth et Sarah travaillèrent ensemble comme autrefois. La vétérinaire drainait le liquide du ventre d'Atlas, plaçait une perfusion, ajustait les doses d'antibiotiques. Sarah, elle, surveillait la respiration, la température, les réflexes. Ses gestes étaient précis, automatiques. Elle n'avait rien oublié. À mesure que les heures passaient, le chiot reprenait des forces. À midi, il dormait paisiblement, la tête posée sur une serviette chauffée. Beth s'essuya le front et sourit. « Il est stable, pas hors de danger, mais stable. » Sarah hocha la tête, le regard fixé sur lui. « Je veux le ramener à la maison ?» Beth la fixa, surprise. « Tu es sûr de toi ? Ce n'est pas un animal ordinaire. Il va demander des soins constants, Sarah. Jour et nuit. Tu sais dans quoi tu t'engages ?» Sarah posa une main sur le chiot endormi. « Oui, je sais exactement. » Beth esquissa un sourire résigné. « D'accord. Alors je vais te montrer comment t'occuper de lui. » Elles passèrent l'après-midi ensemble. Beth montra à Sarah comment nourrir Atlas à la seringue, comment changer ses pansements, comment le manipuler sans lui faire mal. Sarah écoutait avec une attention féroce, absorbant chaque mot, chaque geste. Elle n'était plus la femme brisée que la ville avait oubliée. Elle redevenait celle qu'elle avait été avant la tragédie. Une soignante, une mère, une femme qui refuse d'abandonner. Quand elle quitta la clinique ce soir-là, Lily était déjà assise sur le siège passager du pick-up. « Il va vivre ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Sarah regarda le chiot, roulé dans une couverture sur ses genoux. « Il va vivre ? Oui, grâce à toi. » Le sourire de Lily illumina la cabine du véhicule comme un rayon de soleil dans la neige. De retour à la ferme, Sarah transforma son salon en une salle de soins improvisée. Elle plaça une couverture épaisse sur la table basse, un coussin chauffant dessous, et disposa les seringues, pansements et flacons d'antibiotiques à portée de main. Le vieux porte-manteau servit de support à la perfusion. Tout était prêt. Atlas dormait paisiblement, son petit ventre se soulevant lentement. Sarah, épuisée, s'assit à côté de lui et posa la main sur sa tête. « Tu sais, petit, je ne sais pas si tu t'en rendras compte un jour, mais tu m'as déjà sauvé un peu. » Elle resta là des heures, veillant sur lui, comme autrefois elle veillait sur Tommy. Vers 2 heures du matin, un petit bruit la réveilla, un gémissement. Atlas bougeait,
Il ouvrit les yeux, chercha la lumière, puis tourna la tête vers elle. Sarah sourit faiblement. « Bonjour mon champion !» Elle prépara la seringue de lait et de bouillon, comme Beth lui avait montré. « Allez, doucement !» murmura-t-elle. Atlas refusa d'abord, tournant la tête. Puis après quelques secondes, il accepta. Il but lentement, 5 millilitres, 10, 20, jusqu'à 60. Sarah sentit son cœur bondir. « C'est bien ça. Bravo petit. Tu vois, on avance. » Quand il eut fini, il posa sa tête contre sa main et s'endormit aussitôt. Sarah pleura en silence. Pas de douleur cette fois, mais de gratitude. Le lendemain matin, Lily revint, les joues rougies par le froid. « Comment il va ?»« Mieux, il a mangé. Et, regarde, Atlas, encore faible, battit de la queue, juste un petit mouvement, presque imperceptible, mais suffisant pour que Sarah se mette à rire à travers ses larmes. « Tu vois ça? Il se bat. C'est un vrai soldat ?» Lily sourit, émerveillée. « Il faut lui trouver un nom. » Sarah caressa doucement le museau du chiot. « Il s'appelle Atlas. Ça lui va, non? Comme le géant qui portait le monde sur ses épaules? Oui, parce que lui aussi porte quelque chose de trop lourd pour lui. Mais il ne lâche pas. » Les jours suivants furent rythmés par les soins, les réveils nocturnes, les petites victoires, chaque repas avalé, chaque regard plus vif, chaque gémissement remplacé par un aboiement timide devenait une fête. Lily venait chaque jour après l'école apportant des couvertures, des biscuits et surtout une énergie que Sarah n'avait plus ressentie depuis longtemps. Puis un matin, Sarah s'éveilla en panique. Elle avait oublié de mettre le réveil. Elle se précipita dans le salon. La couverture était vide. Le cœur battant, elle chercha partout. « Atlas! Atlas !» Puis elle le vit, dans la chambre de Tommy. Le chiot avait rampé jusqu'à l'intérieur, traînant son petit corps sur le sol, et s'était endormi contre le vieil ourson en peluche posé sur le lit. Cosmo. Sarah resta figée dans l'embrasure de la porte, la gorge serrée. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Elle s'approcha doucement, prit le chiot dans ses bras, le posa sur le lit, à côté de l'ourson. « Atlas, je te présente Tommy. Et Tommy, voici Atlas. » Elle sourit à travers ses larmes. « Vous avez beaucoup en commun tous les deux. » À partir de ce jour-là, Atlas ne quitta plus jamais la chambre. Il dormait à côté de Cosmo et Sarah sentit, pour la première fois depuis 3 ans, la maison respirer de nouveau. 4 jours plus tard, Anna Harris, la grand-mère de Lily, arriva à la ferme avec un plateau de brioche à la cannelle encore chaude. Sarah fut surprise de la voir. « Anna, vous allez bien ?» La vieille femme s'assit sans un mot, puis d'une voix tremblante dit « Il lui ressemble, à mon fils. » Sarah fronça les sourcils. « Votre fils ?» Anna hocha la tête. « Il s'appelait Michael. Il est né en 1964 avec une paralysie cérébrale. Mon mari voulait le placer dans un institut et je l'ai laissé faire. Il est mort là-bas à 12 ans, tout seul. Je n'ai jamais cessé de me le reprocher. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Ne fais pas la même erreur, Sarah. Ne l'abandonne pas. » Sarah prit sa main, émue. « Je ne le ferai pas. Je vous le promets. » Anna essuya ses larmes. « Je n'ai pas grand-chose, mais j'ai mis un peu d'argent de côté. Si vous avez besoin d'aide pour les soins, je veux participer. Laissez-moi faire ça, s'il vous plaît. » Sarah secoua la tête. « Anna, vous n'avez pas à... »« Si, je dois le faire. Pour lui et pour Michael. » Sarah sentit les larmes monter à nouveau. « Merci. » Anna hocha la tête, puis ajouta « Et il y a quelqu'un que vous devriez rencontrer, Mike Torres. Il fabrique des fauteuils roulants pour animaux et il a un grand cœur. » Ce soir-là, Sarah resta longtemps devant la cheminée, regardant Atlas dormir contre Cosmo. La neige tombait dehors, silencieuse. Et pour la première fois depuis 3 hivers, elle sentit que la chaleur revenait doucement dans sa vie. Mais elle ignorait encore qu'une tempête bien plus grande était sur le point de s'abattre sur elle. 3 jours plus tard, un pick-up gris s'arrêta devant la maison de Sarah. En descendit un homme d'une 40aine d'années, solide, barbu, avec une démarche un peu raide. Une prothèse métallique remplaçait sa jambe gauche. Il portait une caisse à outils sur l'épaule et un large sourire sur le visage. « Madame Matthews, je suis Mike Torres. Anna m'a parlé de votre chiot. » Sarah lui serra la main. « Entrez, Mike. Venez le voir. » Atlas était allongé sur une couverture près du feu, éveillé, les oreilles dressées. Quand Mike s'approcha, le chiot leva la tête, remua la queue et gémit doucement, comme s'il reconnaissait un ami. Mike s'accroupit, posa sa main sur son dos et dit avec un petit rire « Eh bien, toi, on dirait qu'on a un point commun. Moi aussi, j'ai dû apprendre à bouger différemment. Regarde. » Il tapota doucement sa prothèse.
Atlas le renifla, curieux, puis posa la patte sur le métal comme s'il comprenait. « T'as du courage, petit. Et du cœur ?» dit Mike. Sarah sourit. Il essaie de se lever et depuis ce matin, il s'entraîne sans relâche. Alors il mérite un coup de main. Je fabrique des chariots adaptés pour les chiens handicapés, des modèles sur mesure. Avec un peu de chance, il pourra courir avant la fin du mois. Les yeux de Sarah s'embuèrent. Courir? Vous croyez vraiment que... Je ne crois pas, Sarah. Je sais. Il sortit son carnet de notes, prit les mesures du chiot, la longueur du dos, la hauteur du torse, l'écartement des épaules. Donnez-moi 3 jours. Je lui ferai quelque chose de solide et léger. Un vrai bolide. Atlas, curieux, suivait chaque geste comme s'il comprenait que quelque chose de grand se préparait. L'après-midi, après le départ de Mike, Sarah remarqua un courrier sur le pas de la porte. Une grande enveloppe blanche, au papier épais, estampillée d'un logo doré. Campbell Elite Kennels. Son cœur se serra. Elle déchira le sceau et lut. « Madame Matthews, il m'a été signalé que vous êtes actuellement en possession d'un berger allemand mâle, microchip numéro 9, 182 555 147, enregistré à mon élevage. Cet animal, nommé Atlas, m'appartient légalement. Je vous remercie pour les soins prodigués et suis prêt à vous rembourser les frais encourus. Cependant, je vous demande de me restituer mon bien avant le 23 décembre à 17 h. Dans le cas contraire, je me verrai dans l'obligation d'engager une procédure légale pour vol de propriété et frais de justice. Sincèrement, Dr Richard Campbell. » Sarah sentit le papier trembler entre ses doigts. Son bien, ces 2 mots la brûlèrent. Atlas n'était pas un bien, c'était une vie. Elle posa la lettre sur la table, puis se tourna vers le chiot endormi. « Il veut te reprendre, Atlas. Il croit que t'appartiens à quelqu'un, mais il se trompe. » Le soir venu, elle convoqua un petit groupe de confiance à la ferme. Anna et Lily arrivèrent dès les premières, suivis du docteur Morrison et de Mike, encore couverts de sueur. Ils s'assirent tous autour de la table, pendant qu'Atlas dormait dans sa couverture. Beth brisa le silence. « J'ai lu la loi. Techniquement, Campbell a raison. Le microchip prouve la propriété, à moins qu'on ait des preuves qu'il a abandonné volontairement le chiot. » Lily, assise à côté de sa grand-mère, leva la main timidement. Le monsieur du centre de tri, monsieur Earl, il a des caméras à la décharge. Peut-être qu'on le voit, lui? Anna hocha la tête. C'est vrai, je peux lui en parler demain matin. Mike ajouta, même s'il a la loi de son côté, l'opinion publique, elle, peut changer les choses. Si cette histoire sort dans les médias, il va perdre plus que son chiot. Il perdra sa réputation. Bess hésita. Sarah, tu sais que si on rend cette affaire publique, ta vie privée sera exposée. Ils parleront de Tommy, de ta maladie? Sarah leva la tête. Son regard était calme, mais déterminé. Je m'en fiche, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Atlas ne retournera pas là-bas, pas après ce qu'il a vécu. Anna posa sa main sur la sienne. Alors on se bat, ensemble. Le lendemain matin, Anna et Lily se rendirent à la décharge. Le vieux Searle les accueillit avec un sourire fatigué. « Je me doutais que vous viendriez. Suivez-moi. » Il les conduisit dans sa petite cabane de garde où trônait un vieil ordinateur relié à 3 caméras de sécurité. « Quelle date ?» demanda-t-il. « La nuit du 14 décembre, je crois, » répondit Anna. Earl fit défiler les images. Soudain, à 23h47, il s'arrêta. Une voiture noire, luxueuse, venait de s'arrêter devant la grille fermée. Un homme grand, en manteau long, sortit du véhicule portant une boîte. Sans hésiter, il la jeta par-dessus la clôture. Le choc fit voler la neige. Lily porte une main à sa bouche. C'est lui. C'est le docteur Campbell. Earl acquiesça. Oui, et regardez ça. Il zooma sur l'image. Sur le siège passager, une femme. Elle semblait le supplier de ne pas le faire. Elle tendait la main vers lui. « Vous pouvez faire une copie de la vidéo ?» demanda Anna. Earl inséra une clé USB. « Prenez ça et dites à Sarah qu'elle a mon soutien. Si elle veut que je témoigne, je le ferai. » De retour à la ferme, Anna remit la clé à Sarah. Celle-ci la serra contre son cœur. « Merci Anna, merci Lily. » Lily sourit timidement. « C'est lui qui doit avoir peur maintenant, pas nous. » Mais la peur, justement, arriva plus vite que prévu. Le lendemain matin, Sarah reçut un appel d'un numéro inconnu. Elle hésita puis décrocha. « Allô ? Madame Matthews ? Je m'appelle Rebecca Collins. Vous ne me connaissez pas, mais je dois vous parler. C'est à propos d'Atlas. Qui êtes-vous ? La femme de Richard Campbell, enfin son ex-femme. Ou plutôt, celle que le monde croit morte. » Sarah resta silencieuse, interdite. « Morte ? Écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vis cachée. Mais je dois vous voir, c'est vital.
Retrouvez-moi aujourd'hui à la clinique du docteur Morrison à 14 heures et surtout, ne laissez personne d'autre s'occuper d'Atlas. Pas avant que vous sachiez toute la vérité. La ligne coupa net. Sarah resta quelques secondes immobile, le téléphone à la main. Puis elle murmura « Qu'est-ce que tu m'as encore mis sur la route, petit ?» À 14 heures, Sarah entra discrètement dans la clinique. Le docteur Morrison l'attendait. Dans la salle d'examen, une femme mince, aux cheveux grisonnants, se leva lentement. Ses yeux bleus étaient marqués par la peur, mais aussi par une détermination froide. « Madame Matthews, dit-elle d'une voix tremblante, je suis Rebecca Campbell. Mais dans les papiers, je m'appelle désormais Rebecca Marsh, et je suis celle qui peut vous aider à sauver Atlas et à détruire l'homme qui l'a condamné. » Sarah resta debout, hésitante. La femme devant elle paraissait à la fois fragile et brûlante d'énergie contenue. Elle portait un manteau beige élimé, ses mains tremblaient légèrement. Mais ses yeux, ils étaient pleins d'une lucidité glaçante. « Pourquoi m'avoir cherché ?» demanda Sarah. Rebecca inspira profondément. Parce que vous avez trouvé Atlas, et que s'il vit encore, c'est un miracle que je dois honorer. Vous le connaissez? Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Elle s'assit lentement, posa un dossier usé sur la table et ouvrit la première page. À l'intérieur, des certificats, des radiographies, des photos d'échographie. Sarah fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Rebecca leva les yeux. C'est l'histoire qu'on a essayé d'effacer. La mienne, celle d'un fils qu'on m'a pris. Et d'un mari qu'on n'aurait jamais dû laisser pratiquer la médecine. Un frisson parcourut Sarah. Rebecca continua la voix tremblante. Richard Campbell était autrefois un vétérinaire réputé. Son élevage produisait des chiens champions, parfaits, puissants, rentables. Mais il y a 7 ans, quelque chose a changé. Nous avons perdu notre fils, Samuel. Il avait 6 ans, une infection cardiaque foudroyante. En 2 jours, il était parti. Richard n'a jamais accepté. Il disait qu'il pouvait corriger la nature, qu'il ne laisserait plus jamais la vie lui reprendre ce qu'elle lui donnait. Sarah fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Rebecca baissa la tête. Il s'est mis à jouer avec la génétique, à manipuler les portées, à sélectionner des embryons, à en éliminer d'autres. Il disait que c'était pour créer des chiens parfaits. Mais en réalité, il essayait de reconstruire Samuel, de retrouver chez ses chiots ce qu'il avait perdu. Même couleur d'yeux, même regard. Elle serra les poings. Quand j'ai découvert ce qu'il faisait, j'ai voulu partir. Mais il m'a menacé. Il disait que personne ne croirait une femme instable, que je serais ruiné. Alors j'ai fui, j'ai simulé un accident, on m'a déclarée morte. Sarah l'écoutait sidérée. Rebecca sortit une photo froissée de son sac. On y voyait un petit garçon blond, souriant, tenant un chiot noir et feu dans ses bras. Voici Samuel. Et le chiot, c'était le tout premier Atlas. Il est mort quelques semaines après mon fils. Le même jour d'ailleurs. C'est là que Richard a commencé à perdre pied. Quand il a fait naître cette nouvelle portée, il a repris le même nom, Atlas. Il a dit que cette fois, il corrigerait les erreurs du passé. Sarah sentit un frisson glacé lui parcourir le dos. Mais cette fois, la nature ne s'est pas laissée faire, murmura-t-elle. Rebecca hocha la tête. Exactement. Atlas est né avec cette malformation. Et Richard a vu ça comme une trahison. Il disait que la vie se moquait de lui. Alors il a décidé de se débarrasser du chiot, comme on efface une erreur de calcul. Sarah sentit la colère monter. « Et vous avez su ce qu'il allait faire ?» Rebecca hocha lentement la tête. « Oui, je l'ai supplié d'arrêter. Je lui ai dit que ce n'était qu'un bébé, qu'il pouvait avoir une belle vie, mais il n'a rien voulu entendre. C'est moi qu'on voit dans la voiture sur les images de la décharge. Il m'a empêché de sortir. Il m'a menacé si je parlais. Ses mains tremblaient. Et maintenant, il veut le récupérer. Parce qu'il ne supporte pas l'idée que quelque chose d'imparfait ait survécu malgré lui. Il veut effacer la preuve. » Le silence s'installa, longue, pesant. Sarah finit par dire « Vous avez des preuves? Quelque chose qui puisse l'incriminer ?» Rebecca hocha la tête. « J'ai des copies de ses carnets, des schémas, des analyses, des photos. Il gardait tout. Et j'ai encore accès à un de ses anciens disques durs. Mais je ne peux pas me déplacer seul. Si je sors de ma cachette, il me retrouvera. » Sarah réfléchit un instant. « Alors on ira ensemble. Mike peut nous aider. Il connaît la région mieux que personne. Et Beth pourra garder Atlas ici pendant notre absence. » Rebecca hésita. « Vous feriez ça? Pour moi ?» Sarah la regarda droit dans les yeux. « Pas seulement pour vous, pour tous les êtres qu'il a brisés, et pour ce petit qui se bat chaque jour pour vivre. » Rebecca sentit ses yeux se remplir de larmes. « Vous lui ressemblez à Samuel. Il croyait toujours que les gens pouvaient être bons.
Ce soir-là, Sarah rentra à la ferme le cœur lourd, mais déterminée. La neige tombait drue. Le vent faisait gémir les vieilles planches. Elle entra dans le salon. Atlas leva la tête, curieux, et remua faiblement la queue. « Tu savais que ton histoire allait être plus grande que toi. » Elle s'agenouilla, caressa sa tête. « On va te protéger, Atlas, je te le jure. » Le lendemain matin, elle appela Mike. « On part demain à l'aube. Direction Helena, on doit récupérer un disque dur chez Campbell. Rebecca a les clés d'un ancien bureau. Il faut qu'on fasse vite. »« Je suis partant, » répondit Mike sans hésiter. « Et si ce type essaye quoi que ce soit, il apprendra que les soldats, ça ne fuit pas. » Sarah sourit. « Merci Mike. » Mais cette nuit-là, tandis qu'elle préparait un sac et vérifiait les dossiers de Rebecca, un bruit attira son attention dehors. Un moteur, des phares, une voiture qui s'arrêta devant la maison. Sarah éteignit la lampe et écarta discrètement le rideau. Une silhouette descendit du véhicule vêtue d'un long manteau sombre. Elle avança lentement dans la neige, tenant quelque chose dans la main. Un dossier. Sarah sentit son cœur s'arrêter. « Non » murmura-t-elle. L'homme leva la tête. Les phares dessinèrent son visage. « Docteur Richard Campbell. » Il frappa 3 fois à la porte. « Madame Matthews, ouvrez, je sais que vous êtes là. Nous devons parler. » Sarah resta immobile, respirant à peine. Il frappa de nouveau, plus fort. « Je ne veux pas de problème. Rendez-moi ce qui m'appartient, et tout s'arrêtera là. » Sarah serra les poings. Atlas, dans la couverture, gémit doucement, comme s'il sentait la peur dans l'air. Sarah le prit dans ses bras, le serra contre elle, puis murmura « Tu n'appartiens à personne, et sûrement pas à lui. » Elle recula lentement vers la porte arrière, ouvrit en silence, et disparut dans la nuit enneigée. Le vent sifflait à travers les arbres comme un avertissement. Sarah serra Atlas contre sa poitrine, traversant la neige jusqu'à la grange. Le pick-up de Mike était là, moteur chaud, phares éteints. Il sortit aussitôt, l'air grave. « Je l'ai vu arriver depuis la route. Il te cherche, pas de doute. » Sarah hocha la tête. « Il sait que j'ai Rebecca. » Mike ouvrit la portière passager. « Monte, on file tout de suite. Rebecca nous attend à l'arrière du vieux pont, à 10 km d'ici. » Sarah installa Atlas dans une caisse rembourrée à côté d'elle. Le chiot la fixait de ses yeux pleins de confiance, sans comprendre le danger qui les entourait. Le moteur rugit doucement, puis s'enfonça dans la nuit. La neige tombait drue. Les phares découpaient des éclats d'argent dans l'obscurité. Aucun des deux ne parla pendant plusieurs minutes. Le silence pesait. Enfin, Mike rompit la tension. « Tu sais qu'on joue gros, là. Si Campbell porte plainte, tu risques gros. J'ai déjà tout perdu une fois. Je ne laisserai plus personne mourir sous mes yeux, » répondit-elle, la voix tremblante mais ferme. Mike jeta un regard vers elle. « Tu me rappelles quelqu'un. Une infirmière que j'ai croisée à Kandahar. Elle refusait d'abandonner un gosse blessé, même sous les bombes. » Sarah esquissa un faible sourire. « Et le gosse? Il a survécu. Grâce à elle, le pick-up s'arrêta près du vieux pont de bois. Une silhouette les attendait emmitouflée dans une cape épaisse. Rebecca. Elle monta à l'arrière, sans un mot. « Campbell était à ta porte ?» demanda-t-elle. « Oui, il sait qu'on part. On n'a plus beaucoup de temps. » Ils reprirent la route vers Helena, à travers les collines enneigées. L'horloge du tableau de bord indiquait 3 heures du matin. À l'arrière, Rebecca tenait un dossier serré contre elle. Mike roulait sans allumer les feux principaux, se fiant à la lueur blafarde de la lune. Après 1 heure de silence, Sarah demanda « Ce disque dur, il est où exactement ?» Rebecca répondit d'une voix basse « Dans son ancien laboratoire, derrière l'élevage principal. Il a fermé ce bâtiment après mon départ. Il a tout laissé à l'intérieur, verrouillé, mais j'ai encore la clé. Il y aura une alarme ? Non, il ne pensait pas que quelqu'un oserait revenir. » Mike eut un petit rire nerveux. « Alors on va lui prouver le contraire. » Ils arrivèrent à la lisière de la propriété vers 5 heures. L'aube commençait à teinter le ciel de gris. De loin, on voyait les chenils, des rangées parfaites de box chauffées, éclairées même à cette heure. Les chiens aboyaient à leur approche. Sarah sentit son cœur se serrer. Des dizaines de vies enfermées. Rebecca hocha la tête. Des prisonniers de la perfection. Mike coupa le moteur à 200 mètres du bâtiment. On y va à pied. Discrétion totale. Ils avancèrent dans le froid, les pas étouffés par la neige. Le vieux bâtiment de recherche se dressait devant eux. Massif, abandonné. Les fenêtres étaient scellées. Rebecca sortit une petite clé argentée et la glissa dans la serrure. Le déclic résonna étrangement fort dans le silence. À l'intérieur, l'air était glacial, saturé d'une odeur de désinfectant et de métal. Les tables étaient couvertes de bocaux, de notes jaunies, de tubes scellés. Sur un mur, un tableau affichait une série de noms. Atlassin,
Atlas 2, Atlas 3, Sarah sentit un frisson remonter sa nuque. Mon Dieu, combien d'expérience! Rebecca détourna le regard. Trop. Ils trouvèrent le bureau principal. Le disque dur était là, relié à un vieil ordinateur couvert de poussière. Mike le débrancha et le glissa dans son sac. On l'a, on dégage. Mais à peine avait-il fait 2 pas qu'une lumière rouge clignota au plafond. Une alarme silencieuse venait de s'activer. Rebecca blêmit. Il nous a piégés. À l'extérieur, des phares jaillirent soudain de la route. Un véhicule approchait à toute vitesse. Mike jura entre ses dents. Merde, c'est lui! Sarah attrapa le sac et le poussa vers Mike. Va-t'en avec Rebecca et Atlas, je vais le retenir. Pas question. Mike, écoute-moi. Il faut qu'on sorte ces preuves d'ici. C'est tout ce qui compte. Elle ouvrit une porte latérale et sortit dans la neige. Le vent fouettait son visage. Le bruit du moteur se rapprochait. Les phares illuminèrent soudain la cour. La silhouette de Campbell apparut, glaciale, silhouette de prédateur en costume noir. « Madame Matthews, vous n'auriez jamais dû venir ici ?» Sarah resta immobile. « Vous avez abandonné un chiot dans la neige. Vous l'auriez laissé mourir. Pourquoi ? Parce que je refuse la faiblesse, les erreurs, l'imperfection. Ce n'était pas une erreur, c'était une vie. » Campbell sourit froidement. « Vous pensez qu'un animal est votre rédemption ? Ce chien n'est rien. Un accident, comme votre fils. » Les mots la frappèrent comme une gifle. Un cri monta de sa gorge, rauque, incontrôlable. Ne prononcez plus jamais son nom. Campbell fit un pas vers elle. « Donnez-moi le disque, et je pourrai encore oublier ce que vous avez fait. » Sarah recula d'un pas. « Vous avez détruit trop de vies. Il faut que ça s'arrête. Vous croyez pouvoir me menacer ? Une infirmière déchue, malade, isolée ? Personne ne vous croira. » Mais alors, une voix résonna dans la cour. « Moi je la crois. » C'était Mike. Il sortait de l'ombre, fusil de chasse à la main. Derrière lui, Rebecca. Campbell eut un rictus. « Charmant petit comité. Vous n'irez pas loin. » Il fit un geste brusque vers sa poche. Un clic. Le canon du fusil se leva instantanément. « Bougez pas, » dit Mike d'une voix glaciale. « Vous n'allez pas tirer ? Vous n'êtes pas un tueur. » Mike le fixa, les yeux sombres. « Non. Mais je sais ce que c'est que de regarder un monstre de trop près, et croyez-moi, je n'ai pas peur de l'arrêter. » Rebecca s'avança, la voix tremblante. « Richard, arrête, c'est fini. Tu n'as plus à réparer quoi que ce soit. Tu ne ramèneras pas Samuel. Tu ne me détruiras plus. » Campbell resta figé quelques secondes, puis son masque se fissura. « Vous m'avez tout pris. Vous avez fait de moi un monstre. » Rebecca secoua la tête, les larmes aux yeux. « Non, Richard, c'est toi qui t'es perdu. » Soudain, un bruit de sirène retentit au loin. Bess, elle avait prévenu la police. Campbell recula lentement, puis lâcha sa pochette. « Vous croyez que c'est fini ? Vous ne savez rien de ce que j'ai créé. Atlas n'était qu'un début. » Mike s'avança. « Alors c'est à nous de mettre fin à tout ça. » Les gyrophares approchaient. Campbell se tourna vers la route et s'enfuit à travers la neige, disparaissant dans les bois avant que les voitures n'arrivent. Rebecca s'effondra dans les bras de Sarah en sanglotant. Sarah la serra fort. « C'est fini. Il ne t'aura plus. » Mike, haletant, fixa le ciel qui pâlissait à l'horizon. « On a le disque, on a les preuves. » Sarah hocha la tête. « Oui, mais on n'a pas encore fini. Ce n'est pas seulement une histoire de chien, c'est une histoire d'âmes blessées. Et il faut les guérir toutes. » L'aube se levait sur les collines gelées lorsque les gyrophares s'éteignirent enfin. 2 voitures de police stationnaient devant le vieux laboratoire. Le shérif Morales, un homme massif au visage fermé, prenait des notes à la lueur d'une lampe portative. À ses côtés, Sarah, Mike et Rebecca attendaient épuisés. « Donc, si je résume, » dit Morales d'une voix grave, « le docteur Campbell a tenté de détruire des preuves après avoir abandonné un chiot handicapé dans la neige et vous détenez désormais un disque dur susceptible de contenir des éléments criminels. » Mike hocha la tête. « C'est bien ça. Et croyez-moi, ce qu'il y a dedans vaut de l'or. » Le shérif soupira. « Très bien, on va sécuriser tout ça. Mais pour que ça tienne devant un juge, il faudra plus que des accusations. Il faut un dossier complet, des témoins, des experts. » Rebecca s'avança, déterminée. « Alors vous les aurez. Je témoignerai, sous serment. » Morales leva les yeux vers elle, intrigué. « Et vous êtes ?» Rebecca inspira profondément. Rebecca Campbell, l'épouse qui l'a fait disparaître. Le silence fut total. Même le vent semblait s'être arrêté. Morales cligna des yeux, incrédule. « Excusez-moi, vous dites que vous êtes morte ?» Elle hocha la tête. « Officiellement, oui, mais je suis bien là. Et je peux prouver tout ce que je dis. »
Le shérif resta un moment sans voix puis se tourna vers Sarah. « Vous savez dans quoi vous vous engagez tous les trois ? Ce type a de l'argent, des relations et un ego qui ne supporte pas la défaite. » Sarah croisa le regard de Mike et de Rebecca. « Oui, on sait. Mais ce n'est plus une question de peur, c'est une question de justice. » Quelques heures plus tard, ils ramenèrent le disque dur à la clinique vétérinaire de Beth. Elle avait déjà préparé un ordinateur sécurisé. Rebecca se mit au travail, les doigts tremblants sur le clavier. Le vieux disque ronronna. Des centaines de fichiers apparurent, des dossiers étiquetés portée alpha, Atlas 4, sélection génétique, 2023, résultats expérimentaux. Beth pâlit. Mon Dieu, il tenait des registres sur des années. Des photos de chiots euthanasiés, des notes cliniques. Regarde ça. Anomalie mineure, éliminée. C'est abominable. Sarah détourna les yeux, écœurée. C'est de la folie. Il jouait à Dieu. Rebecca fit défiler les images jusqu'à tomber sur un fichier vidéo. Le titre indiquait « Projet A, session finale ». Elle cliqua. Sur l'écran apparut Richard Campbell debout dans son bureau, parlant face à la caméra. Aujourd'hui, le dernier prototype du programme Atlas a été jugé inutilisable. Malformation congénitale sévère, échec total, sujet éliminé demain matin, fin du dossier. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Sujet, il dit sujet, pas chiot. Pas vivant. Rebecca serra les mâchoires. Il se prend pour un créateur, mais il n'a fait que détruire. Beth copia tout sur plusieurs clés USB et appela Morales. J'ai de quoi le clouer au mur, et croyez-moi, cette fois, il ne s'en sortira pas. Pendant les jours qui suivirent, l'affaire fit du bruit. Très vite, les médias locaux s'en emparèrent. Des articles surgirent. Le scandale Campbell, l'éleveur de champions accusé de cruauté et d'expérimentations illégales. Des photos d'Atlas circulaient du partout. Le chiot dans les bras de Sarah, encore fragile, mais le regard plein de vie. Le nom Atlas devint un symbole, des centaines de messages affluaient, des dons, des témoignages, des lettres d'encouragement. Des familles d'enfants handicapés écrivaient à Sarah pour lui dire que son histoire leur donnait de l'espoir. Mais la vie, elle, suivait son cours. Dans la petite ferme, Sarah veillait toujours sur Atlas. Ses cicatrices guérissaient, il mangeait seul désormais. Il essayait même de se redresser. Et un matin, Mike revint avec une surprise. « Prête à voir un miracle ?» demanda-t-il en descendant de sa camionnette. Il ouvrit la porte arrière. À l'intérieur, un petit chariot en aluminium étincelait sous le soleil. 2 grandes roues, un harnais ajusté, un cadre léger aux reflets bleus. Sarah resta sans voix. « C'est magnifique !» Mike sourit. « Sur mesure. J'ai calculé chaque angle pour son équilibre. Allez, on l'installe. » Ils fixèrent doucement Atlas dans son nouveau harnais. Le chiot bougeait la tête, intrigué, ses oreilles pointées vers l'avant. Sarah s'accroupit. « Allez, mon grand, essaie !» Atlas hésita une seconde, puis poussa sur ses pattes avant. Les roues s'y tournèrent, 1, 2 fois. Il s'arrêta surpris, puis recommença. Et soudain, il avança. Lentement d'abord, puis plus vite. Son corps retrouva un rythme. Son souffle s'accéléra. Ses yeux brillaient. Rebecca, debout à quelques mètres, porta les mains à sa bouche. « Il court ! Il court !» Atlas fit le tour du jardin, traçant des cercles dans la neige. Il s'arrêta devant Sarah, la langue pendante, haletant mais rayonnant. Elle éclata de rire à travers ses larmes. « Bravo mon cœur, t'as réussi !» Mike croisa les bras, ému. « Je te l'avais dit, le monde appartient à ceux qui refusent de renoncer. » L'après-midi même, Lily arriva avec sa grand-mère pour voir le miracle de ses propres yeux. La fillette poussa un cri de joie. « Il roule vraiment !» Atlas fonça vers elle, ses roues soulevant des éclats de neige. Il s'arrêta juste devant ses bottes et posa sa tête contre ses jambes. Lily éclata de rire et l'embrassa sur le front. « T'es le plus courageux des chiens, Atlas, le plus fort du monde. » Rebecca regardait la scène les yeux embués. « C'est ça la perfection, pas celle qu'il cherchait à créer, celle qu'on trouve dans l'amour et la persévérance. » Sarah posa une main sur son épaule. « Vous allez pouvoir vivre maintenant, Rebecca, libre. » Rebecca eut un sourire fragile. « Et vous, Sarah ? Vous venez de redonner un sens à la mienne. » Mais tandis que la joie remplissait la cour, au loin, dans l'ombre des montagnes, une silhouette observait. Richard Campbell n'avait pas disparu, et dans son regard froid, la haine brûlait plus fort que jamais. La vidéo d'Atlas, postée par Lily sur YouTube, explosa littéralement. En moins de 3 jours, plus de 5 millions de vues. Les images d'un chiot handicapé courant dans la neige sur son petit chariot bleu firent le tour du pays. Les commentaires affluaient. « Ce chien est une leçon de courage. L'amour est la vraie guérison.
Merci à cette femme qui n'a pas abandonné. Les médias se bousculaient devant la ferme de Sarah. Des journalistes de tout le Montana, puis de l'extérieur de l'État. Une équipe de télévision nationale finit par obtenir une interview exclusive. Sarah hésita. Elle détestait la caméra, les projecteurs, les questions répétitives. Mais Rebecca lui dit doucement « Tu dois le faire, pas pour toi, pour Atlas, pour tous ceux qu'il représente. » Le jour de l'interview, la neige tombait doucement. La maison avait été arrangée à la hâte. Quelques guirlandes de Noël, un feu dans la cheminée, Atlas dormant paisiblement sur sa couverture. La journaliste, une femme bienveillante nommée Jennifer Chen, s'installa en face de Sarah, micro à la main. « Madame Matthews, pourquoi ce combat? Pourquoi avoir risqué autant pour sauver un seul chiot ?» Sarah prit une longue inspiration avant de répondre. « Parce que j'ai connu la douleur d'être impuissante. Mon fils, Tommy, était atteint d'une paralysie cérébrale. Il ne pouvait pas marcher. Et pourtant, il m'a appris ce que signifie vivre. Il riait, il observait les étoiles, il aimait chaque instant. Alors quand j'ai vu Atlas, incapable d'utiliser ses pattes, mais plein de vie dans le regard, j'ai su. Je ne pouvais pas l'abandonner. » Jennifer hocha doucement la tête. « Et aujourd'hui, que représente Atlas pour vous? Il me rappelle que la perfection n'existe pas. Que la valeur d'une vie ne se mesure pas à sa force ou à sa vitesse, mais à sa capacité d'aimer. Atlas est une preuve vivante que la résilience est plus forte que la peur. » L'interview passa à la télévision nationale le soir de la Saint-Valentin. L'image d'Atlas courant dans la neige, les roues scintillant sous le soleil, fit pleurer des millions de spectateurs. Le hashtag Atlas The Miracle Dog devint viral. Des dons affluèrent pour soutenir des associations de chiens handicapés. Mais derrière cet élan de bonté, le danger refaisait surface. 2 jours plus tard, Sarah reçut un appel, numéro inconnu. Elle hésita puis décrocha. Une voix glaciale s'éleva à l'autre bout du fil. « Félicitations pour vos 15 minutes de gloire, Madame Matthews. Vous devez être fière. » Sarah sentit son sang se figer. « Richard, vous avez sali mon nom, détruit ma carrière, exposé ma vie privée à des millions de gens. Et pourquoi? Pour un animal défectueux? Vous croyez vraiment que l'histoire retiendra votre nom? » « Non, répondit-elle calmement, mais elle retiendra le sien. » Un silence dangereux suivit. Puis Campbell reprit, plus froid que jamais, « Ce n'est pas terminé, vous avez volé ma propriété, vous avez conspiré avec ma femme une criminelle qui a simulé sa mort. Vous allez payer. » Rebecca, qui se tenait à côté d'elle, avait entendu la conversation. Elle s'approcha du téléphone, le visage livide, et dit d'une voix calme, « Bonjour Richard. » Un silence glacial. « Rebecca? Oui, surprise, je ne suis pas morte et je n'ai plus peur de toi. Tu vas le regretter. » « Non Richard, cette fois c'est toi qui vas regretter. » Elle raccrocha. Le silence qui suivit était lourd. Sarah posa une main sur l'épaule de Rebecca. « Il est blessé, il va frapper fort. » Rebecca hocha la tête. « Alors préparons-nous. » Le lendemain, Sarah fut convoquée au tribunal du comté. Campbell avait déposé plainte, vol de propriété, diffamation, intrusion sur terrain privé, complicité de fraude. L'audience était prévue pour le 5 mars. Beth, Mike et Rebecca décidèrent d'unir leurs forces. Mike contacta des vétérans et des associations de défense animale. Beth rassembla les dossiers médicaux d'Atlas, prouvant les négligences de Campbell. Rebecca, elle, prépara son témoignage révélant ses années d'enfer et les crimes cachés derrière les portes du Campbell Elite Kennel. Le jour du procès, la salle d'audience était comble. Journalistes, curieux, opposants, partisans, tout le monde voulait voir le duel entre le scientifique déchu et la mère brisée. Campbell entra en costume sombre, impassible. Son avocat, un homme aux cheveux gominés, posa sur Sarah un regard hautain. De l'autre côté, Sarah s'assit avec Mike, Beth et Rebecca. Atlas, dans son petit chariot bleu, reposait calmement sous la table comme s'il comprenait que tout allait se jouer là. Le juge, une femme à la voix autoritaire, ouvrit l'audience. « Docteur Campbell, vous prétendez que ce chien vous appartient, est-ce exact ?»« Oui, madame la juge. Il s'agit d'un spécimen de mon élevage, enregistré sous mon nom. Ces gens m'ont volé ma propriété. » « Et pourquoi l'avoir jeté dans une benne à ordures, docteur ?» Campbell pâlit, surpris. « C'est absurde, aucune preuve. » Le juge fit signe à Sarah. Mike brancha une clé USB sur l'écran du tribunal. L'image apparut, la caméra de surveillance du dépôt. On y voyait distinctement Campbell jetant une boîte par-dessus la clôture. Un murmure parcourut la salle. Campbell tenta de parler. « C'est une erreur d'interprétation, je me débarrassais de déchets médicaux. » Mais alors, Rebecca se leva. Elle marcha lentement vers la barre, chaque pas une victoire sur la peur. « Non, Richard, tu te débarrassais de ton échec, comme tu l'as toujours fait. » Le juge la fixa. « Vous êtes Rebecca Campbell, son épouse, celle qui l'a déclarée suicidée, celle qui l'a tenté de faire interner. » Un choc traversa la salle. Des flashs crépitèrent. Rebecca raconta tout.
Les années d'abus, le contrôle, la mort de leur fils Samuel, les manipulations génétiques, les chiots éliminés pour la moindre imperfection, chaque mot tombait comme un coup près. Sarah regardait la salle. Certains pleuraient, d'autres serraient les poings. Quand ce fut à elle de parler, sa voix tremblait, mais chaque mot vibrait d'une sincérité absolue. « Je ne suis pas une héroïne. Je suis une mère qui a perdu son enfant et qui n'a pas supporté de voir une autre vie condamnée à mourir seule. Atlas m'a sauvé autant que je l'ai sauvé. Il ne m'appartient pas. Il ne m'a jamais appartenu. Il est la preuve que même ce qui est brisé peut encore briller. » La juge resta un moment silencieuse. Puis elle se pencha vers Campbell. « Docteur, j'ai rarement vu un dossier aussi accablant. Votre licence vétérinaire est suspendue avec effet immédiat. Une enquête criminelle est ouverte pour maltraitance, fraude et abus de pouvoir. » Campbell blêmit. Le marteau du juge frappa. « Atlas restera sous la garde de Madame Matthews. Affaire classée. » La salle explosa d'applaudissements. Rebecca s'effondra en larmes. Mike serra le poing. Atlas, comme s'il avait compris, aboya joyeux, son petit chariot vibrant d'énergie. Mais dans l'ombre, un détail échappa à tous. Alors que les policiers escortaient Campbell hors de la salle, il glissa quelque chose à son avocat. Une clé USB. Et dans son regard brûlait encore une promesse. Ce n'était pas terminé. Le printemps arrivait doucement à Pinhaven. La neige fondait, les rivières reprenaient leur cours et la ferme de Sarah débordait de vie. Atlas, désormais plus fort, passait ses journées à explorer le jardin dans son petit chariot bleu. Les enfants du voisinage venèrent le voir après l'école. Lily, bien sûr, ne le quittait presque plus. Elle avait même fabriqué une pancarte qu'elle avait plantée près du portail. Ici vit Atlas, le chien qui n'a jamais renoncé. Mais derrière la sérénité retrouvée, une menace invisible planait. Campbell avait disparu depuis le verdict. Pas un mot, pas une trace. La police le cherchait, sans succès. Rebecca essayait de se rassurer, mais Sarah sentait au fond d'elle que quelque chose couvait. Une nuit de mai, alors que tout dormait, un bruit sec la réveilla. Un craquement. Elle se leva doucement, prit la lampe de chevet, descendit l'escalier. Le vent soufflait à travers les fissures des vitres. Et soudain, une odeur, âcre, irréelle, de la fumée. Sarah courut vers la cuisine. Les rideaux prenaient feu, une flamme courait sur le plancher. Elle hurla. « Rebecca, Mike, dehors, vite !» Elle attrapa Atlas, encore à moitié endormi dans sa couverture, et fonça dehors. Le feu gagnait la charpente. Les flammes léchaient les poutres, les vitres éclataient une à une. Mike jaillit à son tour, une serviette sur la bouche, tirant Rebecca par le bras. La maison brûlait. En quelques minutes, tout ce que Sarah avait reconstruit disparaissait dans le brasier. Les pompiers mirent plus d'1 heure à éteindre l'incendie. Au lever du jour, il ne restait qu'une carcasse fumante, un squelette noirci de bois et de tôle. Sarah, couverte de cendres, serrait Atlas contre elle en larmes. Le shérif Morales arriva peu après. « C'est un incendie criminel, Sarah. Le système électrique n'a rien à voir là-dedans. On a trouvé ça derrière la grange. » Il tendit une boîte métallique calcinée. À l'intérieur, une clé USB à moitié fondue et une étiquette collée dessus, Projet Epsilon. Rebecca blêmit. « C'est lui, Campbell. Il veut reprendre là où il s'est arrêté. » Sarah releva les yeux, déterminée malgré la fatigue. « Pas tant que je respire. » Mike posa une main sur son épaule. « On va reconstruire ensemble, et cette fois, on le fera à notre façon. » Les jours suivants, la communauté tout entière se mobilisa. Les voisins apportèrent des matériaux, des outils, des vêtements. Un homme donna un vieux mobil-home pour les héberger le temps des travaux. Et bientôt, une nouvelle maison commença à s'élever sur les ruines de l'ancienne. Pendant ce temps, Bess et Morales poursuivaient l'enquête. Les empreintes sur le bidon d'essence retrouvé sur place appartenaient bien à Richard Campbell. Mais il était introuvable. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la vallée, Sarah vit quelque chose briller dans la cour. Un drone. Il survolait la maison à basse altitude, tournant lentement autour du jardin. Sarah sentit un frisson lui parcourir la nuque. Elle attrapa une lampe et fit signe à Mike qui sortit aussitôt avec sa carabine. Le drone prit de la hauteur puis disparut dans les nuages. « Il nous observe » murmura Sarah. « Laisse-le venir. Cette fois, il ne s'en tirera pas. » Quelques jours plus tard, Beth appela Sarah à la clinique. « J'ai quelque chose à te montrer. » Sur son ordinateur, une vidéo issue du fichier partiellement récupéré sur la clé USB calcinée. On y voyait Campbell, filmé dans un hangar inconnu, entouré de cages métalliques. Le projet Epsilon est prêt, une nouvelle génération, plus résistant, plus docile. Et cette fois, personne ne pourra me les enlever. Sarah sentit la nausée la submerger. Il continue, il crée d'autres atlas. Mais sans âme. Beth la regarda dans les yeux. « On doit le trouver, Sarah, avant qu'il recommence. » Le lendemain, Morales contacta Sarah. «
On a localisé un entrepôt abandonné près du lac Madison. Des témoins ont vu un homme y entrer plusieurs fois la nuit. On pense que c'est lui. Sarah prit une grande inspiration. « J'y vais ?» ?»« Hors de question, » répondit Morales. « C'est une opération de police. » Mais Sarah savait qu'elle n'attendrait pas. Elle connaissait Campbell. Il ne laisserait rien ni personne s'interposer. Cette nuit-là, elle chargea Atlas dans sa camionnette et prit la route. Mike insista pour venir. Rebecca aussi. « On a commencé ensemble, dit-elle. On finit ensemble. » La lune baignait la forêt d'une lumière laiteuse. Ils garèrent la camionnette à 1 kilomètre du hangar. Le silence était presque total, seulement troublé par le souffle du vent à travers les pins. Ils s'approchèrent à pas lents. À travers une fente dans la porte, Sarah vit la lumière vaciller. Des tables, des cages. Et au centre, Richard Campbell, seul, penché sur un carnet, parlant à voix basse. « Epsilon 3 près, ce monde me doit la perfection. » Sarah entra. « Non, Richard, ce monde ne te doit rien. » Il sursauta, se retourna, son visage était émacié, ses yeux fous. « Vous avez tout pris. Ma carrière, mon nom, ma famille. Non, c'est toi qui as tout détruit. » Campbell recula d'un pas, vacillant. « Vous croyez m'arrêter ? Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai accompli ici. » Il appuya sur un interrupteur. Les lumières s'allumèrent. Autour d'eux, une dizaine de cages, des chiots de toute race, amaigris, apeurés, tremblants. Rebecca porte une main à sa bouche. « Mon Dieu !» Sarah sentit la colère monter. « Tu les tortures pour ton ego malade !» Campbell cria, la voix brisée. « Je les rends parfaits ?»« Non !» hurla Sarah. « Tu les rends prisonniers de ta folie. » Il brandit une seringue remplie d'un liquide clair. « S'ils ne m'obéissent pas, ils meurent. C'est la loi de la nature. » Mike s'interposa, son corps massif formant un mur entre lui et les femmes. « Pose ça, Campbell. Vous n'avez rien compris. Je crée l'avenir. » Mais à cet instant, un petit aboiement retentit derrière eux. Atlas, qui s'était échappé de sa caisse, venait d'entrer dans le hangar. Il roulait lentement, les yeux fixés sur Campbell. Le scientifique se figea. Ce regard, celui qu'il avait voulu effacer. Atlas s'approcha, puis s'arrêta à 1 mètre. Campbell tremblait. « Atlas !» murmura-t-il. Un instant, son visage se déforma. On aurait dit un homme qui revoit son propre fils. Puis, la rage revint. Il leva la seringue, mais Atlas, dans un sursaut de force, bondit en avant, ses roues heurtant la jambe du scientifique. La seringue vola dans les airs et se brisa contre le sol. Mike se précipita, plaqua Campbell contre le mur. Sarah ouvrit les cages une à une, libérant les chiots apeurés. Rebecca appela Morales, haletante. « On l'a trouvé !» Les sirènes retentirent au loin. Campbell, épuisé, s'effondra. Il regarda Atlas, à genoux, les yeux vides. Pourquoi lui ? Pourquoi lui a survécu ? Sarah s'agenouilla à côté de lui. Parce que lui, Richard, il a choisi la vie. Les policiers arrivèrent quelques minutes plus tard. Campbell fut arrêté, menotté, conduit dans le froid sans un mot. Rebecca regarda le ciel. C'est fini, Sarah serra Atlas dans ses bras. Non, Rebecca, c'est maintenant que ça commence. Le lendemain matin, le soleil se leva sur le lac. Atlas courait dans la rosée, ses roues traçant des sillons dans l'herbe. Les autres chiots, libérés, jouaient autour de lui. Et pour la première fois depuis des années, Sarah sentit une paix totale l'envahir. « On l'a fait, mon grand », murmura-t-elle. « On les a tous sauvés. » Les semaines passèrent. Le printemps s'installa pleinement sur Pine Haven. Les collines reverdirent, les fleurs sauvages tapissèrent les champs, et la nouvelle maison de Sarah se dressait là, plus belle que jamais. Simple, chaleureuse, ouverte sur la vallée, un lieu où la vie, enfin, avait repris ses droits. Atlas vivait désormais comme un roi. Chaque matin, Sarah ouvrait la porte du jardin et il partait à toute vitesse, ses roues soulevant des éclats de rosée. Il s'arrêtait souvent au pied du vieux pommier, là où Sarah avait enterré un petit coffret en bois. À l'intérieur, une photo de Tommy, une patte d'Atlas imprimée dans l'argile et un mot, 2 âmes, un même miracle. Un jour, Lily et sa grand-mère vinrent avec une surprise. Une grande pancarte en bois, gravée à la main. Sarah la lut à voix haute, les yeux embués, « Refuge Atlas », là où la différence devient une force. Autour d'elle, il y avait du monde. Les voisins, des bénévoles, des familles venus adopter les chiots sauvés du hangar. Et parmi eux, des enfants en fauteuil roulant, riant aux éclats, tandis qu'Atlas trottinait à leur côté, tirant une petite charrette remplie de fleurs. Le chien qui n'aurait jamais dû vivre devenait maintenant le cœur d'un refuge, un symbole de seconde chance. Rebecca, plus sereine,
travaillait avec Beth pour faire reconnaître le lieu comme centre de réhabilitation. Mike, lui, avait monté un atelier à côté, où il fabriquait des chariots pour chiens handicapés. Sur la porte, une plaque en métal portait la devise qu'il répétait sans cesse « Ce n'est pas parce qu'on tombe qu'on ne peut pas courir ». Un soir d'été, Sarah s'assit sur le perron, une tasse de thé chaud entre les mains. Le ciel s'embrasait d'or et de pourpre. Atlas vint se blottir contre elle, posant la tête sur sa jambe. Elle caressa doucement sa nuque, souriant à ce compagnon devenu son miracle vivant. « Tu sais, mon grand, je croyais que j'étais venu au monde pour sauver les autres, mais c'est toi qui m'as sauvé. » Atlas leva les yeux vers elle, puis vers le ciel. Au loin, un vent léger fit tinter les clochettes accrochées à la véranda. Sarah ferme les yeux. Pendant un instant, elle crut entendre la voix de Tommy, un murmure doux comme un souvenir. « Regarde, maman, il court pour moi. » Elle rouvrit les yeux, les larmes au bord des cils. Atlas filait déjà dans le jardin, ses roues dessinant des cercles parfaits dans la lumière du soir. Il s'arrêta au pied du pommier, leva la tête et aboya vers le ciel. Un aboiement clair, joyeux, presque humain, et dans ce son, Sarah entendit tout, la vie, la perte, la guérison, l'amour. Elle leva la tête à son tour, le vent dans les cheveux, un sourire aux lèvres. « Oui, Tommy, il court pour toi, pour nous tous. » La caméra s'élève lentement, dévoilant le refuge baigné d'or. Les enfants rient, les chiens jouent, la lumière caresse la terre. Et au centre de tout cela, un petit berger allemand sur roue, libre, vivant, heureux. Atlas, le chien qui n'a jamais renoncé, le chien qui a appris à toute une ville que la perfection n'existe pas, mais que l'amour, lui, ne meurt jamais.